Les Enfants du Rêve, une histoire du kibbutz, série d'émissions proposée par RCJ, présentée par Ruth Zilberman, avec David Katarivas, en collaboration avec Michal Gantz. Bonjour, et aujourd'hui notre émission sera consacrée au kibbutz aujourd'hui. Alors dans notre dernière émission, nous avions constaté, en parlant de la contribution du mouvement kibboutzik à la vie israélienne, que le kibbutz n'était plus, ou moins, aux yeux du reste de la population israélienne, ce qu'il était, un modèle, un mythe, une élite peut-être. Cette évolution reflète, semble-t-il, une tendance plus générale de l'opinion qui se fait jour au sein même des kibbutzim. On parle beaucoup aujourd'hui de crise du kibbutz. Il faut savoir cependant que l'idée de cette crise, ou du moins de son imminence, a jalonné toute l'histoire du mouvement kibbutzik. On parlait déjà de crise dans les années 60, dans les années 70. Alors y a-t-il aujourd'hui plus de raisons qu'alors d'émettre un tel constat ? Il est vrai que le kibbutz aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a 20 ans et a fortiori n'est plus le même que la kibboutza des pionniers. J'aimerais avec vous, David Katarivas, mesurer aujourd'hui l'intensité de ces changements et essayer de cerner les conséquences qu'ils peuvent avoir. Mais d'abord, David, n'est-il pas normal en définitive que le kibbutz évolue, qu'il change, même si ce faisant il s'éloigne quelque peu du modèle idéal et idéalisé du kibbutz pionnier ? Bon, j'ai l'habitude de dire que les kibbutzim, comme leurs membres, ont vieilli. C'est-à-dire, ils ont perdu leurs cheveux et pris du ventre. C'est tout à fait normal. Ce ne sont plus les jeunes de 20 ans de l'époque de Gania. Le kibbutz a évolué. Le kibbutz est un organisme vivant. Le kibbutz change, se modifie avec les années, en fonction de sa composition, en fonction de l'âge de ses membres. C'est tout à fait normal. Alors, maintenant, cette évolution a été accélérée par un certain nombre de réformes. Réformes qui ont été voulues, qui ont été délibérées. Je pense en particulier au passage de la maison des enfants au logement familial. Bon. Oui, nous aurons l'occasion de... C'est certainement quelque chose qui a transformé le kibbutz beaucoup plus qu'on l'avait imaginé, beaucoup plus que ne l'imaginaient les gens qui ont demandé cette réforme. Ce dont il faut tenir compte également, c'est que vivent aujourd'hui dans les kibbutzim plusieurs générations. Donc l'homogénéité de départ n'existe plus. Vous avez aujourd'hui les grands-parents fondateurs, ou même parfois les arrière-grands-parents fondateurs, les grands-parents, les parents, les fils, les petits-fils. Tout ça, ça fait une population tout à fait différente de celle des kibbutzim, avec des premiers kibbutzim, avec des besoins différents, avec des conceptions différentes. Alors justement, comment se fait l'union, le consensus un petit peu entre ces différentes tranches d'âge, parce qu'on comprend bien qu'un homme de 80 ans, de 60 ans, même n'a pas les mêmes désirs, les mêmes attentes qu'un jeune homme de 20 ans. Comment concilier dès lors les attentes divergentes et parfois contradictoires des uns et des autres ? Alors c'est la raison pour laquelle, s'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas changé en ce qui concerne l'apport des gens au kibbutz, c'est-à-dire le principe en fait de la production commune, qui est un des principes fondamentaux du kibbutz, ce qui a changé, c'est la participation personnelle aux revenus en quelque sorte de la communauté, c'est-à-dire la consommation commune. La consommation commune qui a tendance à s'individualiser justement en raison de l'existence au sein des kibbutzim de couches sociales ayant des besoins différents, ayant une conception différente de cette consommation et qui n'est plus prête à accepter ce qu'acceptaient les premiers pionniers, c'est-à-dire la chemise commune pour tout le monde que l'on reçoit le vendredi après-midi pour le Shabbat. Aujourd'hui, les gens veulent choisir chacun sa chemise et les gosses dans les maisons d'enfants veulent des chaussures sport Adidas et pas n'importe quelle autre chaussure de sport. Tout ceci se joue à différents niveaux parce que nous voyions bien quand nous avons parlé du problème culturel justement aussi que les jeunes avaient d'autres demandes. Exactement. Au niveau culturel, qui demandaient d'autres demandes ou d'autres besoins. Alors si c'est vraiment la formule à chacun selon ses besoins, les besoins sont aujourd'hui très diversifiés et c'est dans le domaine de la satisfaction de ces besoins que l'on trouve les plus grandes réformes et la plus grande évolution de la vie au kibbutz. Alors un autre facteur de changement assez naturel, somme toute, que nous évoquions lui aussi quand nous parlions de l'éducation, c'est le retour de la cellule familiale. Oui. On a vu en effet que les enfants dormaient de moins en moins dans la maison d'enfants, qu'ils retournaient chaque soir chez leurs parents. Mais au-delà de cet aspect somme toute assez anecdotique, la réémergence de la cellule familiale ne constitue-t-elle pas un danger pour la gestion collective du kibbutz ? Non, je pense que on chasse le naturel et revient au galop. Il était normal que la cellule familiale se reconstitue. Si certains ont pensé pouvoir créer une société dans laquelle il n'y aurait pas de cellule familiale, la réalité est venue leur démontrer que c'était pratiquement impossible, que les gens avaient tendance à se regrouper au sein de la cellule familiale. Ce qui change, c'est peut-être les rapports qui, à un moment donné, ont existé entre enfants et parents et qui étaient très particuliers au kibbutz, ce qu'on appelait les heures d'amour, c'est-à-dire les heures pendant lesquelles les parents, en recevant leurs enfants à la maison,
s'y consacrait entièrement. Et il ne serait pas venu à l'idée d'un père de famille à ce moment-là de lire son journal alors que les enfants étaient à la maison. Aujourd'hui, quand les enfants sont à la maison pour y rester jusqu'au lendemain matin, le père de famille peut avoir tendance à dire à son gosse bon, va jouer dans ta chambre. Ce qui n'était pas le cas autrefois, où il y avait une forme de relation particulière parent-enfant qui n'existe plus, qui est, bon, c'est peut-être regrettable, mais qui est normalisé, c'est-à-dire dans la mesure où effectivement, pendant 4 heures par jour, les parents ne vivent pas uniquement pour les enfants, comme c'était le cas autrefois. Alors la cellule familiale s'est reconstituée, les gens ont tendance à rester à la maison, les gens, ça modifie par exemple la participation au repas de la communauté. Oui. Le soir, quand il fait froid, les gens restent chez eux, font la cuisine à la maison, préfèrent rester chez eux. Il y a encore à nouveau le phénomène télé, qu'on le veuille ou non, d'avoir la télévision à la maison fait que les gens sortent beaucoup moins, vont beaucoup moins chez le voisin, vont beaucoup moins au Moadone, au club où les gens avaient l'habitude de se retrouver autrefois pour boire un café ensemble. Il y a une partie de la vie en commun qui certainement souffre de cette intériorisation et cette vie familiale beaucoup plus importante qu'elle ne l'était autrefois. Mais revenons peut-être un petit peu rapidement sur la réémergence de la cellule familiale, parce qu'il me semble que c'est quand même un problème central, et notamment au niveau de l'éducation. Jusqu'à présent, on avait l'impression que la famille donc s'était effacée pour laisser la place aux éducateurs. Et justement, quand on sait que l'éducation, c'est tout de même la transmission des valeurs fondamentales du kibbutz, est-ce que les volontés de la famille couplées ou opposées avec celles de l'éducateur ne vont pas créer des tensions qui malheureusement poseront des problèmes justement sur cette transmission? Il y a effectivement, je dis, une intervention beaucoup plus grande de la famille dans l'éducation des enfants, une participation beaucoup plus grande de la famille à l'éducation des enfants, et ça provoque effectivement parfois quelques accros avec les gens qui sont responsables de l'éducation, les éducateurs professionnels qui ont leur méthode, leur conception, et les parents qui veulent intervenir. Alors David Katarivas, revenons peut-être maintenant à des évolutions, disons, moins naturelles que l'évolution démographique, que le retour naturel de la cellule familiale, et tout d'abord l'industrialisation du kibbutz, que nous évoquions dans notre dernière émission. Il est vrai que le passage d'une économie essentiellement rurale à une économie plus diversifiée peut se comprendre comme le reflet d'une évolution plus générale, où l'agriculture et le travail de la terre tiennent de moins en moins de place, c'est ça dans l'économie mondiale. Toutefois, est-ce que ce n'a pas, dans le kibbutz, eu des conséquences particulières, dans la mesure où, comme nous l'avons vu, l'idéal kibbutzique repose en grande partie sur le travail de la terre, sur le lien à la terre? Bon, le travail de la terre, c'était effectivement l'une des tâches fondamentales des kibbutzim, l'un des idéaux des pionniers au début. Aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir un idéal industriel. Pour répondre aux besoins d'Israël aujourd'hui, il faut créer des entreprises industrielles. Et dans la mesure où les kibbutzim sont à nouveau pionniers et créent des entreprises industrielles, ils continuent. Ils sont dans la lancée, dans leur tradition. Bon, quand on arrive au kibbutz aujourd'hui et quand on voit dans un laboratoire des gens en blouse blanche avec un petit bonnet de plastique en train de travailler, les yeux fixés sur un microscope, ça n'a plus rien à voir avec l'idée que l'on se fait du kibbutznik en bottes de caoutchouc, kovatembel et pantalon kaki, en train de traire des vaches ou en train de conduire un tracteur. Il y a une image du kibbutznik qui est différente. Il y a aujourd'hui au sein dans les kibbutzim une classe de technocrates, incontestablement, des gens qui sont des technocrates, qui sont des gérants, des gestionnaires. Il y a le directeur de l'entreprise, il y a le directeur commercial, il y a les responsables du marketing, il y a le directeur des exportations. Ce sont des gens qui présentent, disons, une autre image, qui n'est pas l'image classique du kibbutznik. Et au sein de la société kibbutzik, effectivement, il commence à constituer quelque chose d'à part. On a des cols bleus et des cols blancs au sein d'un même kibbutz. Sociale. Nous allons y revenir tout de suite. Simplement un tout petit mot, David Katarivas, parce que bon, vous dites que c'est un problème d'image, qu'on n'a plus la même image du kibbutz, qu'on arrive dans un kibbutz, on attend à voir donc un pionnier et puis on voit un type en blouse blanche. Mais est-ce que c'est quand même pas une question simplement d'image. Est-ce que, au niveau de la transmission des valeurs, je reviens parce qu'il me semble que c'est un thème important, donc, est-ce qu'on peut aussi facilement transmettre l'attachement à la terre
que l'attachement à une usine, à des murs. Bon, le problème de l'attachement à la terre n'est pas mis en cause. Les kibbutzim qui sont installés là où ils sont installés, nous sommes installés à la frontière. Les gens, même s'ils travaillent dans l'usine de lentilles de contact, sont aussi attachés à la terre que ceux qui cultivent en bas les champs de bananes ou les avocats. Ça n'a absolument rien à voir. Et on peut également transmettre les mêmes valeurs et la même éthique, disons, du travail, que l'on travaille dans une usine ou que l'on travaille dans les champs. Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Ce qui est différent, c'est effectivement le genre de responsabilité que les gens assument. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que si les gens ont des responsabilités différentes, ils n'ont pas pour autant des avantages. Donc, quand même, l'essentiel est sauvegardé. Finalement, le directeur de l'usine et le type qui travaille dans l'une des machines ont le même niveau de vie, leurs enfants ont les mêmes chances au départ, ils vivent dans les mêmes conditions, leur appartement est exactement de la même taille, il n'y a pas de différence entre le fait d'exercer une certaine fonction, de diriger une entreprise, ou le fait d'être un ouvrier non spécialisé qui fait un certain nombre d'heures de travail devant une machine et qui ensuite rentre chez lui alors que le trésorier ou le gestionnaire de l'entreprise se casse la tête encore, fait des heures supplémentaires que personne ne calcule parce qu'il a des responsabilités. Donc à votre sens, David, il n'y a pas du tout de problème, enfin le fait que l'émergence de la spécialisation, l'ouverture du kibbutz sur l'enseignement supérieur qui donc fournit des diplômés, des gens spécialistes, ça ne va pas du tout à l'encontre de la participation égalitaire aux responsabilités collectives. Absolument pas. Les gens dans les kibbutzim aujourd'hui savent qu'il leur faut des techniciens, savent qu'il faut des ingénieurs. On est ouvert sur la possibilité d'études supérieures pour le maximum de gens et non plus simplement pour les besoins spécifiques du kibbutz. On favorise même les études de gens à titre privé, qui veulent faire des études dans le cadre de l'université ouverte, des choses de ce genre-là. On favorise ce genre d'études parce qu'on sait que l'élévation du niveau culturel et du niveau d'éducation du kibbutz bénéficiera à l'ensemble du kibbutz. Donc en fait, ce que certains du moins qualifient de retour sur les principes du kibbutz et d'un petit peu d'éloignement ne sont que des adaptations toutes naturelles à l'évolution de la société israélienne. Le kibbutz n'est pas coupé de la société israélienne. Le kibbutz évolue comme l'ensemble de la société israélienne. Donc pour vous, pour l'instant, vous n'évoquez pas trop de problèmes dans cette évolution. Est-ce qu'il y a pourtant, enfin, à votre sens, des problèmes que pose... Bon, il y a des problèmes, il faut trouver de nouvelles solutions. Le kibbutz, ça a toujours été la recherche d'une solution à un problème précis, à un moment précis. Bon, alors aujourd'hui, le problème précis, c'est comment fait-on face à l'industrialisation dans les kibbutzim? Comment est-ce qu'on trouve de nouvelles formes de consommation plus individualisées? Parce que il semble que le courant soit dans cette direction. Les gens veulent bien travailler ensemble, ils veulent consommer individuellement, ils veulent avoir davantage d'indépendance vis-à-vis des institutions du kibbutz. Ils veulent un fonctionnement moins rigide, moins dogmatique. Ils veulent avoir la liberté de choix, une liberté de choix beaucoup plus grande. Alors, comment fait-on pour satisfaire ces demandes? Alors, on discute. Ça a toujours été une tradition des kibbutzim. On crée des commissions, ça aussi, ça a été... La commissionnite et la réunionnite. Ça a aussi été une tradition des kibbutzim. Et on essaye, on propose de nouvelles formules. On propose de nouvelles formes. On modifie la composition du secrétariat, on modifie les rapports entre le secrétariat et l'Assemblée générale. Certains sont même allés jusqu'à lire une espèce de parlement de gens qui, au lieu de réunir l'Assemblée générale de tous les membres du kibbutz, ont réuni un certain nombre de députés qui ont pris sur eux d'assister régulièrement à des réunions de ce semi-parlement. On cherche, on tâte dans toutes les directions pour essayer de satisfaire les aspirations actuelles des membres des kibbutzim. Nous venons de le voir, alors David Katarivas, quand certains crient à la crise des kibbutz, il ne s'agit en fait le plus souvent que d'adaptation toute naturelle à de nouvelles envies, de nouveaux besoins, une nouvelle société aussi. Et de toute façon, l'évolution qu'on peut constater actuellement dans le kibbutz n'est pas que négative, n'est pas que problématique. Il y a dans cette évolution des aspects tout à fait positifs, n'est-ce pas? Incontestablement, ne serait-ce que par exemple l'ouverture vers l'enseignement supérieur, le nombre de plus en plus grand de jeunes qui font des études, la possibilité de diversification des travaux, des tâches au sein du kibbutz, la liberté de plus en plus grande des individus par rapport aux institutions du kibbutz, la possibilité beaucoup plus grande de choix
rendent la vie au kibbutz beaucoup plus facile qu'elle n'était autrefois. Il n'y a pas les contraintes qui pesaient sur les membres des kibbutzim comme cela pesait autrefois. Aujourd'hui, par exemple, le problème d'un voyage à l'étranger pour un membre des kibbutz, c'est plus un problème. Alors qu'autrefois, ça l'était. Il fallait que ce soit sanctionné par différentes commissions et par l'Assemblée générale. Aujourd'hui, à partir du moment où les gens se sont arrangés avec l'endroit où ils travaillent et ont droit à un certain nombre de journées de congé, personne ne leur demande s'ils vont passer leurs vacances à Eilat ou s'ils vont les passer à Chypre ou aux États-Unis. C'est leur affaire, d'autant plus ils disposent maintenant d'allocations, d'un budget beaucoup plus grand qu'ils peuvent gérer à leur façon. Il y a donc une liberté beaucoup plus grande. C'est une évolution. Et cette liberté beaucoup plus grande, c'est finalement la préoccupation essentielle aujourd'hui des jeunes et des nouvelles générations dans les kibbutzim. Moi, j'ai l'habitude de dire que la société kibbutzik est celle qui a pris au sérieux le slogan de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Seulement les premiers lisaient uniquement en hébreu, donc de droite à gauche. Alors fraternité, égalité, liberté, et l'essentiel pour eux c'était la fraternité, ce qu'on appelle en hébreu le beyachad. Le fait de vivre en commun, de tout mettre en commun, de tout partager, production comme consommation, vraiment une solidarité totale. Aujourd'hui, les jeunes ont réappris les langues étrangères, ils lisent donc de gauche à droite, et eux mettent l'accent sur la liberté. Et ils sont d'accord pour l'égalité et la fraternité, mais dans l'ordre. Liberté d'abord. Ils veulent être de plus en plus indépendants, ils voient la manière dont se comportent, dont agissent les jeunes autour d'eux. Ils sont, d'autant plus que beaucoup d'entre eux sont restés au kibbutz, non pas pour des raisons d'idéologie socialiste, mais pour des raisons parfois écologiques, à cause de la qualité de vie au kibbutz. Ils sont restés au kibbutz parce que c'est la maison, l'endroit où ils ont grandi, parce que la famille s'y trouve, leurs parents s'y trouvent. Ils ont fait un choix, certes, mais la motivation du choix n'était pas la motivation révolutionnaire, socialiste des grands-parents ou des parents. Leur motivation est tout à fait différente. Alors eux tiennent d'abord à être libres. Eux veulent faire ce qu'ils ont envie de faire avec ce qui leur revient de la part des revenus du kibbutz. Alors on assiste à une série de mesures nouvelles qui font que les jeunes aujourd'hui se sentent beaucoup plus indépendants vis-à-vis des institutions. Ils tiennent encore à maintenir une certaine égalité, quelle que soit la tâche remplie. Et il y a un kibbutz qui est en train de quitter la fédération des kibbutzim. C'est le kibbutz Ein Zivan, où on a commencé à envisager la possibilité d'un salaire différentiel suivant les fonctions remplies au sein du kibbutz. Alors là, l'immense majorité des kibbutzim m'a dit non. Là, c'est la ligne rouge qu'on ne franchit pas. À partir du moment où il y a une différenciation dans les salaires, c'est fini. Ça n'est plus le kibbutz. Mais la preuve est que des gens y ont pensé quand même au sein d'un kibbutz, et ont considéré que ça pouvait aller avec le kibbutz. Bon, aujourd'hui, non. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. Mais il y a donc une volonté de transformation, une volonté d'évolution. Ça ne remet pas en cause, à mon avis, l'existence du kibbutz. Alors, pour vous, David Katarivas, nous avons la chance d'avoir en vous un interlocuteur extraordinaire, enfin un témoin privilégié, puisque je rappelle que vous vivez à Hanita depuis 1974. Donc, vous y êtes arrivé il y a à peu près une vingtaine d'années. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette expérience concrète? Quand vous êtes arrivé en 74, comment était Hanita? Comment c'est maintenant? Et j'ai vu effectivement cette évolution. J'ai vu à l'époque les parents qui le soir emmenaient leurs enfants à la maison d'enfants pour y rester, pour y passer la nuit. Et j'ai vu les discussions qui ont précédé et qui ont abouti au logement familial. Résultat du logement familial, j'ai vu construire les nouveaux appartements, les nouveaux quartiers de Hanita qui sont tout à fait différents. J'ai vu construire les usines qui ont répondu aux besoins d'industrialisation du kibbutz. J'ai vu le nombre de jeunes allant à l'université grandir. Bon, le nombre de jeunes quittant le kibbutz aussi, je l'ai vu grandir, mais ça fait partie de la réalité. Je sais que maintenant je fais un certain nombre de choses au kibbutz sans demander nécessairement la permission de la commission compétente. Je me sens beaucoup moins lié par les décisions prises par les autres en ce qui me concerne, encore que je sacrifie une partie de ma liberté personnelle à la fraternité et à la solidarité, mais beaucoup moins qu'avant, incontestablement. Alors pour conclure, enfin une conclusion très provisoire, David Katarivas, que répondriez-vous à la célèbre formule de Martin Buber qui qualifiait dans Utopie et Socialisme le kibbutz de non-échec exemplaire? Bon, je pense que c'est effectivement la meilleure formule pour définir le kibbutz. Il faut dire que cette formule a été employée par Buber par rapport aux autres tentatives utopistes. Oui. Bon, alors les autres, c'était des échecs.
incontestable. Le kibbutz est un non-échec qui peut effectivement servir d'exemple aux autres. Dire que c'est une réussite totale, Boubert n'est pas allé jusque-là, d'abord parce qu'il connaissait mal la forme de vie au kibbutz, puis il n'a jamais vécu au kibbutz, donc il ne pouvait pas savoir si c'était une réussite ou pas une réussite. Pour lui, ça ne pouvait être qu'un non-échec. Moi, je pense que c'est une réussite. De l'intérieur, vu de l'intérieur, je pense que c'est une réussite, même si de l'extérieur, ça apparaît comme un non-échec. Alors, est-ce que cette réussite est encore vouée à un avenir? C'est ce que nous verrons demain en votre compagnie. C'était Les Enfants du Rêve, une histoire du kibbutz, série d'émissions proposée par RCJ, présentée par Rudy Berman avec David Katarivas, en collaboration avec Michal Gantz. Ce feuilleton a été réalisé avec le concours de Voyage et Découverte.